Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Le département des affaires islamiques et de l'enseignement original envoie des missions religieuses vers de nombreux pays africains et ce à l'occasion du mois béni du Ramadan. L'Assemblée nationale adopte le projet de loi relatif aux incompatibilités parlementaires. À l'approche du mois béni du Ramadan, les marchés locaux renforcent l'approvisionnement en denrées de première nécessité. Merci de vous joindre à nous, mesdames et messieurs. Les députés réunis aujourd'hui en séance plénière ont adopté le projet de loi relatif aux incompatibilités parlementaires. Ce projet de loi traitera les incompatibilités entre l'exercice politique et l'occupation de certaines hautes fonctions. La plénière a été présidée par M. Ahmed Douel Hamoud, vice-président de l'Assemblée nationale, tandis que le gouvernement est représenté par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, M. Mohamed El Bouaydil. Le projet de loi relatif aux incompatibilités parlementaires, discuté et adopté en plénière aujourd'hui par les députés, intervient dans le cadre des engagements pris par le gouvernement en vue de traduire fidèlement sous forme de textes de loi les accords conclus entre les deux parties prenantes au dialogue qui a regroupé la majorité présidentielle consolidée et certains partis de l'opposition. Les députés ont apprécié ce projet de loi et se sont réjouis de la fidélité observée par le gouvernement dans la traduction des résultats du dialogue sous forme de projet de loi, dont en particulier celui relatif aux incompatibilités parlementaires. Prenant à son tour la parole, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Ahmed Douel Hamoud, a indiqué que le code électoral a constitué l'un des points les plus importants sur lesquels a été axé le dialogue, compte tenu du fait que les questions relatives au régime électoral sont restées pendant de longues années une revendication de la classe politique nationale. Il a dans ce cadre souligné qu'il est à présent clair que la mise en place d'un cadre réglementaire régissant les différents cas d'incompatibilité parlementaire constitue un pas important tendant à asseoir un dispositif affiné, transparent et juste qui réglemente la concurrence électorale. En conséquence, a-t-il dit, les parties prenantes au dialogue ont signifié leur accord quant au contenu de ce texte qui est proposé à l'adoption du Parlement. Par ailleurs, la commission économique de l'Assemblée nationale a examiné au cours de sa réunion d'aujourd'hui deux projets de loi portant le premier sur l'autorisation de la ratification de la convention de prêt signée entre notre pays et le FADES destinée au financement du projet de renforcement des centrales électriques dans les villes de l'intérieur. Le second projet de loi autorise la ratification de la convention de prêt signée entre notre pays et le FADES destinée au projet de création d'une ferme éolienne de 30 MW à Nouakchott. Le gouvernement a été représenté à cette réunion par Mme Matim Hamadi, ministre de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration, ministre du pétrole, de l'énergie et des mines par intérim. La même commission a discuté et examiné le projet de loi relatif au code de la marine marchande. C'était en présence du ministre des Pêches et de l'Économie maritime, Ardavna Ouleyi. De son côté, la commission des affaires étrangères a examiné au cours de sa réunion et en présence du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'environnement et du développement durable, Amédi Camara, le projet de loi modifiant le protocole de Montréal relatif à la Convention de Vienne sur la protection de la couche d'ozone adopté en 1999 à Beijing. Au chapitre toujours des activités de l'Assemblée nationale, l'atelier de sensibilisation sur la préservation de la biodiversité marine organisé ce matin par le groupe des parlementaires. Les parlementaires qui participent à cet atelier ont suivi un ensemble d'exposés et d'interventions consacrés aux dispositions et conduites à tenir pour sauvegarder les océans et les plages de la pollution et préserver la biodiversité marine. Le vice-président de l'Assemblée nationale, M. El-Arbi El-Jeddain, a indiqué lors de l'ouverture de l'atelier que son objectif est de prendre connaissance des stratégies nationales relatives à la biodiversité marine.
Auparavant, le député et président du groupe des parlementaires pour la préservation de l'environnement, M. Cheikh Ahmed El Khalifa, a affirmé que l'atelier entre dans le cadre de la préparation de mesures spécifiques à la protection de l'environnement. Le représentant résident adjoint du PNUD a lui exprimé la disposition de son institution à soutenir toutes les activités visant la protection de l'environnement. Il a dans ce sens salué l'organisation de l'actuel atelier par le groupe des parlementaires pour la préservation de l'environnement. À l'issue des travaux, les participants auront à faire un certain nombre de recommandations en faveur de la préservation de ces importantes ressources. Au niveau du Sénat, la Chambre a adopté aujourd'hui au cours d'une séance plénière sous la présidence de M. Seydina Ali Mohamed Khouna, son vice-président, 2 projets de loi. Il s'agit du projet national intégré d'eau en milieu rural et du projet d'appui à l'extension de la couverture sanitaire dans les zones rurales. Le gouvernement a été représenté à cette séance par les ministres de l'hydraulique et de l'assainissement et de la santé, respectivement M. Mohamed Emin Laboy Cheikh Al-Hadrami et M. Ahmed Doul Haddamin Al-Jelfoun. Au cours de cette plénière, les sénateurs, après avoir examiné et discuté de l'importance de ce projet de loi et s'interrogé sur le ciblage des zones particulières et le montant global du prêt, ont accordé leur feu vert au gouvernement pour la ratification de l'accord de prêt qu'il avait signé avec la Banque africaine de développement destiné au financement du projet national intégré d'eau en milieu rural. Dans son intervention, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Mohamed Emin Laboy, a expliqué que le projet est destiné aux grandes concentrations de population. Il a précisé que le projet en question permettra de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations rurales dans les wilayas du Brakna, du Gorgol et du Tagan à travers la desserte en eau pour différents usages et l'élaboration d'une stratégie nationale intégrée de mobilisation et de gestion des ressources en eau. Passant au second projet de loi portant sur la ratification de 2 conventions de crédit et d'istisna signés entre notre pays et la Banque islamique de développement destinée au financement du projet d'appui à l'extension de la couverture sanitaire dans les zones rurales, les sénateurs, après avoir apprécié les réalisations enregistrées par le département de la santé et encouragé ces nouvelles orientations, se sont interrogés sur le ciblage de ces zones en particulier et le montant global du prêt. Dans sa réponse, le ministre a souligné que les grandes concentrations de population ont été le motif du choix des zones ciblées. Il a indiqué que ce projet est destiné à améliorer la qualité de l'accessibilité du service public de santé aux populations vivant dans les zones rurales ou éloignées. Afin d'en tirer profit, le gouvernement a retenu, a dit le ministre de la Santé, les orientations stratégiques telles que l'amélioration de l'accès universel à des prestations sanitaires de qualité, le renforcement de la lutte intégrée contre la maladie et la réforme du système national de santé. Il a ajouté que le présent projet consiste en la réalisation de 2 centres de santé régionaux de 60 postes, en plus de la fourniture des équipements médicaux modernes et la formation du personnel du secteur de la santé. Ahmed Doul Haddamin Al-Jelfoun a en définitive fait savoir que par l'achèvement du présent projet, nous vous le disions en titre, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement original a envoyé aujourd'hui des missions d'animation religieuse dans certains pays d'Afrique, munies d'importantes quantités de l'édition mauritanienne du Saint-Coran. Elles y séjourneront durant le mois béni du Ramadan dans le but d'animer des conférences relatives aux devoirs et obligations des fidèles durant ce mois béni. L'envoi de ces missions a été supervisé par le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Cette cérémonie marque le démarrage officiel des activités des missions d'animation religieuse durant le mois du Ramadan pour l'année de l'Hégire en cours. Le nombre de missions cette année est 16, où 94 acteurs opérant dans le domaine des affaires religieuses seront des ambassadeurs de la Mauritanie à travers leurs différentes missions à l'étranger. Dans un mot prononcé pour la circonstance, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Ahmed Doul Neni, a précisé que d'importantes quantités de l'édition mauritanienne du Saint-Coran
ont été mises à la disposition de missionnaires. Le ministre a ajouté que l'envoi de ces missions s'inscrit dans le cadre de l'animation religieuse du mois béni du Ramadan, à laquelle le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, accorde un intérêt particulier dans le but d'entretenir notre identité islamique et de hisser le niveau des affaires publiques et des oulémas à travers la diffusion de l'islam et le prêche modéré dans tous les coins du monde. Les missions du Ramadan dans certains pays, notamment africains, ne font que prouver de nouveau l'efficacité et la détermination de nos oulémas, imams de mosquées et cheikhs de mahadra, qui ne ménagent aucun effort pour l'intérêt de la Oumma islamique. Et toujours au chapitre des activités de ce département, l'inauguration aujourd'hui par le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement original, M. Ahmed El-Neni, de la mosquée Qiyam al-Layl dans le quartier El Medina, dans la Mourata'a d'El Mina. Cette inauguration intervient à un moment où le secteur connaît un développement spectaculaire marqué par la multiplication des mosquées et le recrutement massif des imams avec des salaires significatifs. Ouverture aujourd'hui à Nouakchott des travaux d'un atelier sur la vulgarisation de la charte africaine sur les valeurs et principes du service public et de l'administration. Ces travaux seront axés sur diverses questions dont la gestion informatique du personnel, de la fonction publique, les procédures suivies par les pouvoirs publics en Mauritanie dans la lutte contre la corruption et l'absentéisme administratif. Les travaux de cette rencontre de 2 jours à laquelle prennent part 80 acteurs ici des différents départements ministériels concernés par les dossiers seront axés sur diverses questions dont la gestion informatique du personnel de la fonction publique et d'autres procédures en Mauritanie, notamment la lutte contre la corruption et l'absentéisme administratif. Prenant la parole à cette occasion, Madame Mati Bint Hamadi, ministre de la fonction publique du travail et de la modernisation de l'administration, a mis l'accent sur l'importance de cet atelier qui, dit-elle, permettra de diffuser et de vulgariser la charte africaine sur les valeurs et principes du service public et de l'administration ratifiée en 2011 par le 16e sommet des chefs d'État africains à Addis Abeba. Selon certains observateurs, la charte africaine sur les valeurs et principes du service public et de l'administration est conforme dans toutes ses clauses au cadre stratégique de lutte contre la pauvreté qui est la référence principale des politiques économiques et sociales de la Mauritanie. Il n'est plus à démontrer que l'efficacité de la gestion des affaires publiques suppose la présence d'une administration publique de développement efficace qui puisse répondre aux besoins de la population, promouvoir la justice sociale, assurer à tous l'accès à des services et à des facteurs de production de qualité et créer un climat favorable à un développement durable. Puisque le développement, pour être durable, doit placer l'homme et la femme au centre des indicateurs, les agents publics constituent donc la première ressource qui fonde la valeur d'une fonction publique. À cet effet, les dispositions réglementaires doivent permettre la création des conditions de motivation, de transparence et d'équité selon des procédures et outils de gestion efficaces, transparentes et fiables, permettant de connaître et de suivre en temps réel la situation et l'évolution quantitative et qualitative des effectifs ainsi que leurs positions respectives. Une fonction publique solide, efficace et dotée de ressources humaines de qualité ne fait que renforcer les liens de partenariat unissant le secteur public, le secteur privé et la société civile. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire était dernièrement à Monguel, dans le Gorgol. M. Baya Bokar en a profité pour tenir des réunions avec les maires des 5 communes relevant de cette Mourata'a et des représentants des populations de la zone.
Au cours de sa récente visite dans la Moukata de Moungel, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, M. Bayaya Bokar, a tenu une réunion avec les représentants des populations. La réunion a regroupé des maires, des présidents d'associations et groupements locaux, des présidents d'associations de jeunesse et de groupements féminins et des différents segments de la société civile. L'occasion pour le ministre de prendre connaissance de l'ensemble des problèmes auxquels sont confrontées les populations et dont la solution constitue une priorité pour les autorités. Les maires des 5 communes de la Moukata ont loué cette initiative du ministre qui est venu s'informer de leurs préoccupations. Les élus des différentes communes ont exprimé leur satisfaction par rapport aux réalisations accomplies dans leurs communes respectives. Ils ont soulevé le caractère agropastoral de leurs communes et sollicité par conséquent que des efforts supplémentaires soient déployés par les autorités concernées afin de disponibiliser des grillages pour protéger les champs contre les animaux en divagation. À Kaïdi, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire a tenu une réunion avec les populations à qui il a expliqué les objectifs de sa tournée dans la wilaya du Gorgol et à Kaïdi en particulier. M. Bayaya Bokar a précisé que le président de la République l'a instruit à l'effet de prendre connaissance de leurs problèmes et de se pencher sur la recherche dans la diligence de leurs solutions. Inauguration hier au siège de la Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel d'un centre de suivi et de documentation en matière de pluralité dans les moyens d'information audiovisuelle. Ce centre a été créé grâce à la collaboration entre la APA et la Haute Institution de la Presse et de l'Audiovisuel du Royaume frère du Maroc. Ces cadres de la Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel reçoivent leurs attestations de fin de stage sur l'administration et la gestion du centre de suivi et de documentation de la multiplicité dans les médias audiovisuels dont la APA vient de se doter. Fruit de la coopération entre la APA et la Haute Autorité de la Communication audiovisuelle du Maroc, ce centre permettra à la APA d'avoir une banque de données sur les contenus diffusés par l'ensemble du paysage audiovisuel mauritanien. Ce centre constitue une réponse technologique, une mesure d'accompagnement indispensable à la réforme du secteur de l'audiovisuel en Mauritanie. Il est venu dans le cadre de la coopération entre la ACA du Maroc et la APA de Mauritanie. Au cours de cette formation, une équipe de cadres, un staff de cadres mauritanien peut désormais exploiter ce centre qui permet le respect des principes de pluralisme, de neutralité et de diversité culturelle. Un transfert donc de technologie a eu lieu en 3 jours par des formateurs marocains au profit des cadres mauritaniens de la APA. Les membres du conseil également ont profité de cette formation. Au cours de la formation, les cadres de la APA ont été dotés des connaissances nécessaires à la gestion et au traitement des données enregistrées sur les serveurs du centre. Les bénéficiaires de la formation ont souligné la pertinence de ces systèmes conçus par la ACA et qui leur permettra d'avoir une vue plus large sur la scène audiovisuelle nationale. Ce centre moderne et performant permettra à la APA d'avoir un accès facile aux médias à travers un programme informatique performant. Il lui permettra aussi de s'assurer du respect des stations radio et des chaînes de télévision de leurs obligations et clauses définies dans leur cahier de charges. Et en prévision du Ramadan, les marchés connaissent ces jours-ci un regain d'activité. Les commerces sont achalandés de produits de première nécessité, particulièrement les plus sollicités durant ce mois béni. L'État n'est pas en reste, il a pris toutes les dispositions nécessaires pour répondre aux sollicitations des consommateurs. À ce titre, les hangars du CSA regorgent de blé, de sucre, du riz et d'huile. Sur le volume de ces stocks, nous écoutons le chef des services des stocks. Le CSA dispose aujourd'hui de 2 stocks. Le stock national qui est composé de 8000 tonnes de blé, plutôt 7000 tonnes de blé et 1400 tonnes de riz. Et un stock, le stock du programme ML, qui est composé de 8000 tonnes de blé, 6500 tonnes de sucre, 400 tonnes d'huile et un stock indéfini qui est à la Sonimex, on le prend à la demande. D'autre part, il faut considérer que toutes les boutiques ML de l'intérieur sont approvisionnées déjà pour 2 mois, c'est-à-dire le mois de juillet et le mois d'août. Je pense que
les populations n'ont pas à s'inquiéter. L'État dispose des moyens et il peut leur donner le nécessaire à tout moment. Et à propos toujours des dispositions prises par notre pays à travers le CSA, nous avons avec nous ce soir M. Haroun Oul-Hanafi, conseiller du commissaire à la sécurité alimentaire. Bonsoir Monsieur le conseiller. Bonsoir Madame. Quelle est actuellement la situation du stock au niveau de votre département? Merci. Je voudrais d'abord profiter de votre antenne pour présenter mes meilleurs vœux à toute la population mauritanienne à l'occasion de l'avènement du mois béni du Ramadan et à l'ensemble de la communauté islamique de par le monde. Par rapport à votre question, les chiffres ont été tout à l'heure défilés par mon collègue chef de service des stocks qui sont édifiants, mais je voudrais dire qu'il s'agit des stocks disponibles à Nouakchott. Il n'est pas, le décompte des stocks à l'intérieur du pays ne rentre pas dans la considération des chiffres qui sont présentés par mon collègue. Et je voudrais vous dire que le CSA, en tant que département chargé de la sécurité alimentaire, s'intéresse à 3 axes principaux de la politique de sécurité alimentaire, qui constituent la base de la réflexion sur toutes les politiques de sécurité alimentaire. Il s'agit de suivre 3 indicateurs principaux. Il s'agit de la vulnérabilité à l'insécurité alimentaire, de l'approvisionnement des marchés en denrées alimentaires de base et des niveaux des prix. Et à ce titre, je voudrais dire que notre département dispose de stocks suffisants pour assurer la sécurité de toutes nos populations, y compris celles qui sont dans des situations de détresse sévère. Et ça apparaît pendant la période de soudure. Pour preuve d'ailleurs les interventions que le gouvernement, à travers le CSA, a menées dans les wilayas du Nord, à Nouakchott, et dans la zone du triangle de l'Emel, connu sous le nom de l'Aftout. Ces interventions ont été motivées justement par le suivi de la sécurité alimentaire qui est un suivi permanent. Par rapport au marché, nous suivons l'approvisionnement des marchés et le niveau des prix pour réguler justement nos interventions afin d'atténuer les effets des fluctuations des marchés sur les populations les plus démunies. Et nous constatons quand même que grâce aux programmes qui sont mis en œuvre par le gouvernement, en particulier le programme EMEL, les prix sont restés stables durant les 6 premiers mois de cette année et le niveau des approvisionnements était très satisfaisant à l'intérieur comme à l'ensemble du pays. Alors, Monsieur le conseiller, votre département est aussi chargé du programme EMEL dans l'intérieur du pays. Quelle est sa contribution dans le soutien des populations, particulièrement les couches les plus vulnérables? Merci Madame. Encore une fois, je voudrais dire que le programme EMEL s'intéresse à 2 franges de la population. Les populations les plus démunies, qui n'ont pas de revenus, sans revenus, et pour lesquelles des interventions de type distribution gratuite de vivres, de transfert d'argent, sont menées pour justement les aider à mener une vie digne, à l'instar des autres populations. Il y a une autre frange de la population, celle à revenus modestes, et pour laquelle un ensemble de boutiques ont été ouvertes à l'intérieur du pays, qui sont donc administrées par le CSA. Il y en a plus de 900 disséminés à travers le pays, au niveau desquels les denrées alimentaires de base, l'huile, le sucre, le riz et le blé, sont vendus à des prix subventionnés et uniformes sur l'ensemble du territoire. Si bien que si vous prenez les populations les plus excentrées, Basseknou, Birmougraine ou Sidi Babi, elles bénéficient d'une double subvention. Celle d'abord de la subvention générale, mais celle d'une autre subvention non moins importante, et ce qui est la prise en charge des frais de transport. Donc l'uniformisation des prix de ces denrées alimentaires au niveau du national est en soi une justice sociale qui est largement distribuée au niveau de toute la population. Très bien. Enfin, Monsieur le conseiller, parlez-nous de la coordination avec les autres secteurs concernés par l'opération. Vous savez que le programme EMEL est chapeauté par la prémature au niveau du cabinet de Monsieur le Premier ministre. Tous les départements concernés, qu'il s'agisse du CSA, du commerce, de la santé, des affaires sociales ou encore du développement rural ou de l'hydraulique, sont impliqués dans ce programme. Il y a une coordination au niveau national et au niveau régional
de l'ensemble des activités pour profiter des synergies qui peuvent exister entre les différents programmes, mais pour éviter aussi les duplications qui sont apparues de par le passé et qui ont généré beaucoup de pertes de moyens et d'énergie. Donc il y a une collaboration parfaite, un suivi régulier de l'ensemble des programmes de la part du cabinet du Premier ministre, mais aussi une concertation entre les différents intervenants, les différents secteurs qui sont impliqués dans ce programme. Merci beaucoup, Monsieur le Conseiller, d'avoir accepté notre invitation. Radio Mauritanie a lancé ce soir une diffusion expérimentale de la télévision du Saint-Coran et de la Mahadra. Il s'agit d'un nouveau service de Radio Mauritanie que les téléspectateurs peuvent capter sur le bouquet Arabsat Badr 4 de la télévision de Mauritanie. À présent, l'activité au niveau du département de l'équipement et des transports a été marquée par la visite que M. Yahya El-Hademine et son homologue béninois Lambert Koti, ministre des Travaux publics et des Transports, ont effectués au niveau du nouvel aéroport de Nouakchott, actuellement en chantier. Les deux ministres se sont enquis du niveau atteint par les travaux. C'était aussi l'occasion pour le ministre béninois de prendre connaissance de l'expérience mauritanienne dans ce domaine. C'est à environ 20 km sur la route reliant Nouakchott à Nouadhibou que se situent les chantiers de construction du nouvel aéroport international de Nouakchott, effectué par la société Neger, selon un cahier de charges bien défini répondant aux critères internationaux. Le nouvel aéroport international de Nouakchott est d'une capacité annuelle de 2 millions de voyageurs et sera constitué de 2 pistes d'atterrissage, d'un aérogare et d'un salon VIP pour les hautes personnalités. Ce projet devrait être achevé vers mi-2014. Ce site a été l'objet d'une visite du ministre béninois des Travaux publics et des Transports, M. Lambert Koti, en compagnie du ministre de l'Équipement et des Transports, M. Yahya El-Hademine. À cette occasion, le ministre béninois des Travaux publics et des Transports, M. Lambert Koti, qui voulait s'inspirer de l'expérience mauritanienne dans le domaine de la construction des aéroports, a pu suivre un exposé détaillant les travaux dans les ateliers, les engins mis en œuvre et les techniques adoptées dans la réalisation de cet ensemble. Au terme de la visite, l'hôte béninois a déclaré qu'il était impressionné par les techniques utilisées dans la construction du nouvel aéroport de Nouakchott et que son pays compte s'inspirer de cette expérience réussie. Par rapport, bien entendu, le premier film que j'ai vu dénote d'une organisation impeccable, exemplaire. L'organisation que j'ai vue en place sur le film et que j'ai vue en place m'édifie beaucoup. Et je suis persuadé, et puis ce qui est heureux, c'est qu'il y a beaucoup de grands bureaux extérieurs, étrangers qui travaillent à cela, dans la conception de base et également au niveau de l'exécution, un contrôle assez rigoureux qui est sous, disons, la supervision de la Mauritanie. C'est ça, effectivement, l'élément que je dois apprécier. La Mauritanie, le gouvernement mauritanien a voulu s'appuyer, comment appelle-t-on, sur un contrôle assez rigoureux et qui permet, je crois, qui a permis d'atteindre les résultats que l'on voit aujourd'hui. Quand je vois d'abord le matériel qui a utilisé, c'est un matériel de très grande qualité, un finisher de béton, j'avoue que c'est la première fois que je vois ça. J'ai toujours vu un finisher de bitume et ça m'édifie beaucoup. Et c'est une expérience, je crois que je suis venu voir. Je dis bravo, disons, à l'organisation technique du chantier. Et je suis persuadé que le délai sera respecté. Quand on voit un chantier se dérouler et qu'on est un peu habitué, on peut anticiper très rapidement déjà la fin. Et je crois qu'ils respecteront le délai vu effectivement l'engouement, l'enthousiasme et la capacité de tous les intervenants. L'ambassadeur de Gambie, M. Mamadou Bati, doyen des ambassadeurs dans notre pays, a organisé une réception d'adieu à l'ambassadeur de la République arabe syrienne, M. Mohamed Saïd El-Benni, dont la mission est arrivée à son terme dans notre pays. Ce dernier a salué les efforts accomplis par son homologue gambien qui traduit, a-t-il dit, la
solidité des relations entre les pays du monde islamique liés du reste par l'unité des cultures et du destin. Le syndicat des journalistes a mis en place aujourd'hui son nouveau bureau et rendu ses hommages au bureau sortant. Le syndicat des journalistes a tenu récemment son deuxième congrès au cours duquel le nouveau bureau a été élu. Le président de la Commission nationale de l'initiative de transparence dans les industries extractives, M. Sidioul Zeyn, a supervisé dimanche soir à Nouadhibou la cérémonie de clôture du séminaire de sensibilisation sur l'initiative de transparence dans les industries extractives et les perspectives de son élargissement aux produits halieutiques. La rencontre s'est déroulée en présence des élus, des acteurs intervenant dans le domaine des pêches et des représentants de la société civile dans la ville de Nouadhibou. Les participants à cette rencontre de 2 jours organisée par la Commission nationale de l'initiative de transparence dans les industries extractives ont écouté des exposés sur des industries extractives traditionnelles et la problématique de la pêche maritime. Dans un mot prononcé pour la circonstance, le Wali Moussaïd de Dakhlet Nouadhibou, M. Mohamed Mahmoud Mustafa, a indiqué que ce séminaire a permis aux participants de prendre connaissance des principes de l'initiative de transparence dans les industries extractives et des problèmes accompagnant l'exploitation des ressources naturelles. Il a précisé que la transparence est de nos jours une exigence internationale et un principe fondamental qui a fait l'objet d'un engagement de la part de la Mauritanie, suivant les orientations du président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, avant d'exprimer le vœu de voir les participants œuvrer pour la vulgarisation des principes de la transparence. Les partis de la coordination de l'opposition démocratique ont organisé hier soir dans la place dite Ibn Abbas à Nouakchott un meeting populaire dans lequel cette coordination a parlé de sa vision de la situation actuelle dans le pays et de sa position vis-à-vis des prochaines élections législatives et municipales. Prenant la parole à cette occasion, M. Ahmed El-Dadda, chef de file de l'opposition démocratique, président en exercice de la CODE, a remercié les militants et militantes des partis de l'opposition pour être venus nombreux à ce meeting, selon son expression. Il a affirmé la volonté de l'opposition de continuer ce qu'il a appelé la lutte pacifique jusqu'à la réalisation de ses doléances pour la réalisation du changement, critiquant par ailleurs les politiques menées par les pouvoirs publics dans les domaines économiques et sociaux, politiques qui ont échoué, a-t-il dit, dans la réalisation de projets satisfaisant les besoins des citoyens. Le président de la CODE a appelé à la préservation des acquis démocratiques et à la conjugaison des efforts pour faire sortir le pays des conditions actuelles. Les partis de la CODE ont enfin salué dans un communiqué lu à la fin du meeting toute élection transparente et honnête dirigée par une autorité consensuelle garantissant la neutralité. L'initiative dénommée Appréciation de la discrimination positive au profit des établissements d'enseignement supérieur et du corps administratif a organisé hier soir, en collaboration avec la Commission nationale des femmes de l'UPR, une manifestation au cours de laquelle cette initiative a apprécié les décisions prises dernièrement permettant à la femme mauritanienne d'accéder au centre de décision dans les sphères de l'État et de l'enseignement universitaire. Les bénéficiaires du recrutement de 50 femmes à travers un concours qui leur était réservé ont remercié le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, pour les décisions successives visant à faire participer la femme dans la prise de décision en lui attribuant 8 sièges dans l'enseignement supérieur. Le Parti de l'Union de la jeunesse démocratique a organisé hier soir à Dar Naïm un rassemblement à l'occasion de l'intégration d'un groupe de jeunes dans les rangs du parti. Le rassemblement a eu lieu en présence des dirigeants, cadres et militants du parti au niveau de Dar Naïm. Les intervenants ont loué à cette occasion les choix et les orientations du parti. Ce sera tout pour ce journal, mesdames et messieurs. À présent, le rappel des titres.
Le département des affaires islamiques et de l'enseignement régional envoie des missions religieuses vers de nombreux pays africains, et ce à l'occasion du mois béni du Ramadan. L'Assemblée nationale adopte le projet de loi relatif aux incompatibilités parlementaires. À l'approche du mois béni du Ramadan, les marchés locaux renforcent l'approvisionnement en denrées de première nécessité. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et excellente suite au programme sur la TVM.